suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité de ce mercredi, l'effondrement partiel d'une mosquée le 15 août dernier à Kwedo a causé la mort de 8 fidèles et fait plusieurs blessés. Ce matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a exprimé la solidarité du gouvernement en se rendant au domicile de l'imam principal. À Bobo, la mairie a relancé ce matin l'opération de fermeture définitive de la case d'Anador après plusieurs tentatives infructueuses. Les artisans ont été invités à rejoindre le site d'Abobo Ndotré en attendant la construction d'une case moderne supervisée par le ministère du Commerce. En République démocratique du Congo, la variole du singe continue de faire des ravages avec plus de 16 700 cas et 570 décès recensés. Le pays s'apprête à recevoir ses premières doses de vaccin Mpox dès la semaine prochaine dans l'espoir de freiner la propagation de l'épidémie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 15 août, la communauté musulmane d'Akwedo a été frappée par une tragédie. Une partie de leur mosquée s'est effondrée, emportant la vie de 8 fidèles en pleine prière et blessant plusieurs autres. Ce matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a tenu à exprimer la solidarité du gouvernement en se rendant au domicile de l'imam principal, Cheikh Moufti Abdourahmane Sogodogo. Après le drame survenu à Akwedo, où un pan de la mosquée s'est effondré, Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement ivoirien, accompagné d'une forte délégation, était aux côtés du guide de cette communauté musulmane, à Cocody-Angré. Objectif, apporter le soutien de l'État ivoirien après cet incident. Et le président de la République que nous représentons ici, ainsi que le vice-président et tous les membres du gouvernement, ont tenu à ce que nous venions exprimer notre solidarité à la communauté musulmane, à la communauté de croyants, aux familles éplorées et aux dirigeants de cette grande communauté, ainsi qu'aux cadres et aux populations des régions d'où émanent nos frères qui ont été frappés par ce départ précipité. Nous sommes venus donc accomplir cette tâche en confiant les âmes de tous ceux qui nous précèdent à l'Éternel Dieu, afin qu'il ait compassion de ces âmes et que Dieu soulage les familles endeuillées et apporte toute la sérénité à la communauté pour continuer de prier. Au nom du gouvernement, la tâche est revenue à la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, de remettre une enveloppe d'un montant de 10 millions de francs CFA à la communauté afin de soutenir les familles endeuillées et les blessés. Un réconfort fort apprécié par les guides religieux, avec à leur tête Cheikh Moufti Abdourahmane Sogodogo, l'imam principal de la dite mosquée, le président du Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire. La mairie d'Abobo a repris ce matin l'opération de fermeture définitive du site de la case d'Abobo Anador après plusieurs tentatives infructueuses. Déterminées à tourner la page de cette zone d'activité informelle, les autorités municipales ont supervisé l'évacuation de la ferraille des différents magasins qui occupaient le site. Les artisans ont été invités à rejoindre le site de Ndotré où une case moderne doit être construite sous la supervision du ministère du Commerce. Salifia Lekoué, Joseph Zécré. Abobo Anador, tôt ce matin. De nombreuses forces de l'ordre sur les lieux. Des machines défoncent les portes de ces magasins pendant que des agents de la mairie récupèrent la ferraille qui y est entreposée. Destination, La Fourrière. La circulation fortement perturbée sur cette voie express qui traverse la commune d'Abobo. Nous sommes de plein pied dans l'opération de fermeture définitive de la ferraille d'Abobo Anador, décidée par la mairie d'Abobo avec de nombreux rebondissements et plusieurs rendez-vous manqués. Tout ce qui sera récupéré, nous allons le déposer dans les fourrières. Les propriétaires, s'ils sont intéressés, ils pourront s'adresser à nous et puis aller les récupérer. Après, aujourd'hui, nous allons marquer une pause de 3 jours pour leur permettre d'évacuer le site. Même quand nous avons convoqué une dernière réunion le lundi 19, aucun responsable n'est venu à la réunion. La case s'étend sur environ 40 hectares. 40 hectares, ça ne peut pas se traiter en un jour. Ça ne peut pas se traiter en 2 jours. Ça dépend de comment les
nous allons progresser sur le terrain. Mais nous nous donnons le temps de terminer l'opération. Même si ça doit prendre un mois, nous allons le faire. Sur place, des ferrailleurs et résidents qui assistent de loin à cette opération continuent de plaider auprès des autorités. Le travail que le gouvernement fait, c'est bien, mais vraiment, comme c'est les pères de famille aussi, là, la rentrée est presque arrivée. Donc quand ils vont nous laisser comme ça, on ne sait pas comment on va faire pour faire sous-gratter des enfants. Néanmoins, le gouvernement n'est qu'à voir nos côtés. Par Bobo, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Vraiment, c'est la loi, hein. Mais moi, j'aimerais qu'on devrait trouver une autre méthode pour qu'on puisse les encadrer dans un autre site bien performant que le site qui est là-bas. Là. Moi-même, je travaille ici, mais le site c'est trop petit pour la population qui est ici. Pour cette opération, ce sont environ 1500 personnes qui sont mobilisées, dont les forces de l'ordre. Le déguerpissement des ferrailleurs de ce site a débuté depuis 2022 par les autorités locales pour des raisons d'assainissement. Les ferrailleurs ont été sommés de rejoindre le site d'Abobo Ndotré, qu'ils jugent peu commode et restreint pour les accueillir. L'État et le secteur privé poursuivent leur dialogue en vue de renforcer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, un atelier d'échange et de consolidation des acquis a été organisé par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Cette rencontre a rassemblé des cadres paritaires sectoriels avec pour objectif d'améliorer l'environnement économique en renforçant les actions des institutions privées. Reportage de Niki Mamoussa et Tanguy Conan. Ils sont environ 70 participants issus des institutions publiques et privées à cet atelier national de coordination des cadres paritaires sectoriels de dialogue État-secteur privé. Objectif, améliorer le climat des affaires et faciliter la coordination des activités entre l'État et le secteur privé pour la compétitivité de l'économie ivoirienne. L'atelier avait pour objectif même de coordonner toutes les actions des cadres paritaires du dialogue social en Côte d'Ivoire, à l'effet d'adresser de façon pertinente des propositions à l'État de Côte d'Ivoire dans la réalisation des politiques économiques et sociales. C'était vraiment important parce que vraiment c'est un cadre de concertation tripartite pour un atelier de concertation. État, secteur privé, il était important que la société puisse pouvoir avoir un représentant qui participe à cet atelier pour avoir encore une expérience d'autres structures et pouvoir améliorer tout ce qui se passe au niveau de la société qui pouvait être un peu, je dirais, des défis à relever. Appuyé par la coopération allemande, cet atelier de 48 heures est organisé par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé dans le cadre du projet Promotion des réformes économiques et investissement. De hier à aujourd'hui, nous avons écouté plus de 20 cadres paritaires sectoriels qui nous ont exposé un peu les préoccupations, qui nous ont exposé les défis et qui nous ont dit un peu leurs besoins d'accompagnement. Déjà, nous avons constaté que les activités des cadres paritaires sectoriels n'étaient pas toujours connues et que donc il nous faut mettre un peu de visibilité sur les activités. L'objectif principal de cette assise est de poser les bases d'une collaboration renforcée entre le comité de concertation et les cadres paritaires sectoriels. Mené à bien, il contribuera à l'amélioration de l'environnement des affaires et de l'investissement pour un secteur privé plus compétitif et durable. Le Fonds international pour le développement de la retraite active a officiellement annoncé ce mercredi à Cocody la tenue de la journée de la retraite active 2024. Cet événement se déroulera à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, les 29 et 30 août prochains. Au programme, des activités sportives spécialement organisées pour les retraités, offrant ainsi un moment de convivialité et de bien-être. Reportage de Pierre Dipomélin et Éric Kimou. Pendant 2 jours, les retraités de Côte d'Ivoire se retrouveront à Yamoussoukro, à la célébration de la journée de la retraite active. Des journées festives qui seront marquées par des jeux ludiques et sportifs, ainsi qu'un brunch les 29 et 30 août dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Après cette étape, l'apothéose de la 10e édition est attendue le 3 octobre prochain. Les enjeux de cette JRA, c'est de pouvoir réunir nos papas en Abidjan et en province. C'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir, on va dire, célébrer
honorer nos papas qui nous ont accompagnés durant toutes ces années d'organisation de la journée de la retraite active. Dans la retraite active, il faut comprendre, ce n'est pas seulement tout ce qui est activité génératrice de revenus, mais c'est aussi la santé, la bonne santé. Le FIDRA compte près de 60 000 adhérents. Cette institution offre des services financiers et non financiers innovants aux retraités et aux salariés afin de leur permettre de vivre une retraite active et heureuse. 20 adolescents américains accompagnés de leurs encadreurs ont été accueillis en Côte d'Ivoire pour une immersion culturelle et éducative organisée par l'ONG ivoiro-américaine Action for Youth Leadership. Ce programme, qui vise à renforcer les liens culturels, éducatifs et sportifs entre les jeunes de différents pays, a permis aux participants de découvrir plusieurs sites emblématiques d'Abidjan, dont la célèbre baie des milliardaires. Une expérience enrichissante pour ces jeunes qui repartent avec une nouvelle perspective sur la Côte d'Ivoire. Des enfants de 13 à 17 ans de la SEC Mimosa ont séjourné au pays de l'oncle Sam pendant 2 semaines. Ils reviennent en Côte d'Ivoire avec leurs amis des États-Unis dans le cadre des échanges culturels initiés par la Fondation Africa Culture Exchange avec ses partenaires américains. Ces adolescents, leurs mentors et des officiels américains naviguent sur la lagune ébriée à la découverte de la baie des milliardaires. Je passe vraiment un merveilleux moment en Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est fantastique de créer un tel programme dans lequel l'Amérique et l'Afrique travaillent ensemble pour éduquer les jeunes. Ces jeunes ne sont pas en train de vivre de simples expériences, ils se pratiquent et sympathisent, ils développent des relations personnelles. L'accueil a été enthousiaste et chaleureux pour ces jeunes venus des États-Unis d'Amérique. C'est merveilleux de voir qu'ils se découvrent eux-mêmes ici. Ils prennent du plaisir parce que très souvent, chez eux, ils n'ont pas l'opportunité de l'éclater. Ainsi, je suis très reconnaissant pour ça. Conduite par son Excellence Monsieur l'ambassadeur Haïdara Mamadou, la Fondation Africa Culture Exchange a pour objectif de vendre la destination Côte d'Ivoire à travers l'échange culturel aux USA. Cette 3e édition a permis aux jeunes Ivoiriens de se rendre à Philadelphie et aux jeunes Américains de découvrir la Côte d'Ivoire et ses sites touristiques. La République démocratique du Congo, pays le plus touché par l'épidémie de variole du singe, avec plus de 16 700 cas et 570 personnes décédées, espère recevoir les premières doses du Mpox, le vaccin contre la maladie, dès la semaine prochaine. Dans ce pays où il y a déjà 500 morts, on le rappelle, le Japon a promis 3,5 millions de doses à destination, principalement des enfants. Pierre Dipomela. Pays le plus touché, la RDC a enregistré 16 700 cas, avec un peu plus de 570 personnes décédées depuis le début de l'année. L'OMS a déclaré comme urgence internationale. Ceci pour une simple raison, c'est que nous devons mobiliser tout le monde dans la riposte à cette épidémie. Je rappelle donc le mode de contamination, c'est surtout le contact direct, le contact avec l'animal et la transmission sexuelle. En plus de la sensibilisation, l'espoir repose sur une importante dotation en vaccins pour freiner la chaîne de transmission. La communauté des personnes, de travailleurs du sexe, c'est une cible qu'on doit vacciner assez rapidement. Et bien entendu, les endroits où effectivement il y a des comorbidités, par exemple là où il y a le VIH, ce sont des personnes qui sont fragiles. Et donc autour de ces personnes-là, on vaccine plus facilement. J'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Vous savez, c'est vraiment toute une chaîne logistique qui va de notre acceptation d'abord et ensuite de quelques procédures administratives avant l'expédition. Mais notre plan stratégique de réponse de vaccination, lui, il est déjà prêt. Nous attendons juste que les vaccins arrivent. Nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses.
mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le 10e. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur le DG, à peu près 3 millions de doses. Et les États-Unis sont encore en train de s'étater pour dire combien on envoie. L'épidémie est caractérisée par un virus plus contagieux et dangereux, avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Les États-Unis ont promis 50 000 doses, tandis que le Japon a signé avec les autorités pour 3,5 millions de doses, uniquement pour les enfants. Pays d'environ 100 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants. Anciennement appelé variole du singe, le virus a été découvert en 1958 au Danemark, chez des singes élevés pour la recherche, puis en 1970 pour la première fois chez l'homme, dans l'actuelle RDC. En Côte d'Ivoire, l'INHP a enregistré au 20 août 28 cas confirmés, dont un décès à Abidjan. Nous continuerons bien sûr de suivre l'évolution de la maladie dans le pays. Aux États-Unis, désignée candidate démocrate à la présidence lors de la convention du parti à Chicago, débutée ce lundi. La vice-présidente a reçu le flambeau de Joe Biden, entourée par les délégués du parti et l'ancien président Barack Obama. Dans un discours passionné, Kamala Harris a réaffirmé l'engagement des démocrates à défendre les valeurs américaines et à remporter les prochaines élections face à Donald Trump. Yes, she can. Oui, elle le peut. Des mots lâchés par l'ancien président américain Barack Obama et répétés en chœur par le public en soutien à la candidate Kamala Harris lors de la convention du parti à Chicago. Une administration Harris-Walz peut nous aider à dépasser les vieux débats qui étouffent le progrès, car Kamala et Tim comprennent que lorsque tout le monde a une chance, nous nous en portons tous mieux. Débutée depuis ce lundi, la première journée a été marquée par la passation du flambeau entre Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. Le président sortant a assuré de la qualité de la manœuvre du parti. Il dit que nous sommes tous en train de perdre. C'est lui le perdant. Il a tout faux. Heureuse de la confiance du parti, celle qui a été jusque-là vice-présidente a tenu à rendre un hommage aux démocrates venus la soutenir et surtout au président Joe Biden. Je suis très heureuse avec tout le monde ce soir, dans cette salle avec ceux qui sont chez eux. Je voudrais commencer par rendre hommage à notre incroyable président, Joe Biden. Joe, merci pour ton leadership historique, pour ta vie au service de notre nation et pour tout ce que tu continues à faire. Nous te sommes éternellement reconnaissants. Notons que la candidature de Kamala Harris a été officialisée en ligne depuis début août. Les élections, quant à elles, sont prévues pour le 5 novembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50. Bonne soirée sur les antennes de NCI.